Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une émission consacrée au tribunal spécial pour le Liban. Aujourd'hui s'achève temporairement le travail du tribunal international chargé de juger les auteurs de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri le 14 février 2005 et des attentats connexes. Il passe en phase résiduelle. En pratique, cela veut dire que la procédure sera suspendue jusqu'à nouvel ordre. La raison déclarée, un manque de financement. Mais pourquoi les donateurs, à majorité internationaux, n'ont-ils pas souhaité la poursuite de la procédure? Le TSL a-t-il déçu? Le TSL a-t-il fini par être rattrapé par la tendance au compromis des partis politiques libanaises elles-mêmes à l'égard du Hezbollah? Avec nous, pour nous en parler, le député Marwan Ahmedi, l'un des derniers opposants au Hezbollah, victime lui-même d'une tentative d'assassinat le 1er octobre 2004, qui a failli faire l'objet d'un procès devant le TSL, annulé in extremis. Ainsi que nous recevons également l'éminent juriste et le professeur Ibrahim Najjar, ministre de la Justice de 2008 à 2011, ayant donc accompagné, suivi de très près la naissance du TSL en 2009. Vous avez également été président du conseil de discipline du TSL de 2018 jusqu'en juin 2022. Merci d'être parmi nous pour discuter d'un sujet sensible. Donc si on revient au jugement, au dernier jugement du tribunal, Marwan Ahmedi, est-ce que ce jugement vous satisfait? Écoutez, dans la mesure où les statuts originaux du tribunal, et là le professeur Najjar est plus à même que moi de s'étendre là-dessus, permettent et permettaient de s'adresser au cas sans nommer ni incriminer les organisations ou les États, et c'était le prix que nous avons eu à payer, ou que la France a payé à la Russie, à Poutine de l'époque, à travers le président Jacques Chirac, pour obtenir un non-veto de la Russie et de ses alliés au Conseil de sécurité. Donc, c'était à prendre ou à laisser. Et on a choisi à l'époque, la France a choisi, c'est elle qui menait tambour battant cette campagne. C'était les derniers jours du mandat de Jacques Chirac. Il avait obtenu que Poutine ne s'oppose pas, mais Poutine ne voulait qu'on touche ni à Bachar el-Assad, ni à Hassan Nasrallah. Et donc, dans la mesure, je dis, du possible, le Hezbollah est désigné parce que M. Anaïsi, M. Salim Ayesh, le défunt Mustafa Badreddin n'ont pas, à mon avis, ouvert une officine de détonation à Beyrouth pour faire sauter des premiers ministres, des députés, des ministres, des chefs sécuritaires à leur propre compte. Et dans les actes d'accusation, comme dans le dernier verdict, celui qui émane de la Cour d'appel, il est question de l'appartenance de ces individus, de ces énergumènes au Hezbollah, et le fait qu'ils ont constitué une association de malfaiteurs terroristes, qu'ils ont participé à des assassinats et tentatives d'assassinat, à des actes terroristes, et donc tous les chefs d'accusation, les 5 chefs d'accusation, ont été retenus, et non seulement retenus, mais ils ont été condamnés séparément à des sentences à vie, évidemment par contumace, mais sur chacun de ces chefs. Pour moi, c'est clair, c'est Hassan Nasrallah qui est devant nous le principal accusé. Le fait qu'il ne livre pas, qu'il ne laisse même pas que l'on signifie à ces accusés les actes qui ont paru à leur encontre, montre bien que c'est lui, le commanditaire, le chef des opérations et peut-être le cerveau avec les Iraniens et les Syriens de ces assassinats. Professeur Najjar, est-ce que le jugement donc, que j'ai décrit, le jugement du TSL, a une valeur
juridique qui pourrait incriminer le Hezbollah, même si le Hezbollah ne peut être incriminé, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien est-ce que ce jugement est tributaire de la politique? Auquel cas, où est-ce qu'on peut situer sa valeur? D'abord, permettez-moi de dire avec beaucoup de, comment dirais-je, de crainte révérentielle que je suis honoré d'être à côté, finalement, d'une victime vivante des assassinats que le Liban a connus à cette époque-là, d'un héros, Marwan, un ami de toujours, que j'admire pour son intransigeance et son courage. Et je suis très heureux qu'il ait survécu et qu'il soit aujourd'hui parmi nous. Évidemment, ce qu'il a dit vaut son pesant d'or. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Écoutez, chère madame, je ne suis pas satisfait de ce qui a été fait. Non. Évidemment, le jugement, l'arrêt rendu par la Cour d'appel est en droit ce qu'on appelle une présomption irréfragable de vérité. Cela veut dire que c'est fini, cela est considéré comme étant vrai. Nulle personne ne peut contester ce qui a été inscrit dans le marbre de cet arrêt. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier que cet arrêt a été rendu in absentia, qu'il est susceptible d'opposition, qu'il n'est pas encore exécuté et qu'il ne le sera probablement pas tant que l'État libanais est ce qu'il est. Cet arrêt laisse un vide béant pour le cas où la procédure venait à être recommencée, relancée par une opposition, ou bien par le fait qu'on mette la main sur l'un des condamnés, ce qui relancerait la procédure à un moment où le tribunal, en tant qu'organisme international, n'est plus à même de fonctionner. Faute de fonds, faute d'organisation interne, faute d'existence, si j'ose dire. Et la question va alors se poser de savoir qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement pourquoi l'État libanais ne fait rien pour obliger ceux qu'il peut obliger, parce que l'État libanais détient la légitimité constitutionnelle, il peut prendre une décision envers et contre tout. Mais que va-t-on faire si jamais la procédure est relancée? Le Liban a déféré, il s'est désisté en faveur d'un tribunal international de la compétence nationale et souveraine du Liban. Cela veut dire que si jamais le tribunal ne continue pas à fonctionner, cette compétence va revenir au Liban. Qui est compétent? Ce n'est pas la Cour de sûreté de l'État, parce que l'affaire n'a pas été déférée devant le Majlis al-Adli. Elle est restée du ressort du procureur général près de la Cour de cassation. Qui va faire quoi? Deuxièmement, qui a donné l'ordre de tuer? Qui a financé? Qui a fourni la logistique pour l'exécution? Qui a fourni un havre de paix pour les criminels? Toutes ces questions, l'arrêt de la Cour d'appel ne s'y prononce pas. C'est la raison pour laquelle je n'oublie pas de me rappeler, quand vous parlez du tribunal, ce que le président Sleiman m'a dit un jour. Il m'a dit: il y a certaines personnes très haut placées au Vatican qui m'ont dit: faites attention, les tribunaux internationaux ne donnent pas grand-chose. Je vous le dis
avec toute l'amertume que vous imaginez. Alors c'est un triste constat, mais permettez-moi de visionner avec vous également un reportage qui va retracer la genèse du tribunal spécial pour le Liban, lorsque le Liban a justement réclamé que justice internationale soit faite. Le 14 février 2005, une explosion secoue la capitale libanaise. L'ancien Premier ministre Rafik Hariri est assassiné dans un attentat à la camionnette piégée. L'attaque coûtera aussi la vie à 22 personnes et fera 226 blessés. 10 jours plus tard, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan dépêche à Beyrouth une mission d'enquête. Première conclusion, la scène du crime a été altérée et des preuves ont été détruites. Le 7 avril 2005, le Conseil de sécurité crée la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU. Objectif, assister les autorités libanaises dans les investigations. Ces rapports incriminent dans un premier temps les services de renseignement syriens et libanais. Damas refuse toute coopération et nie son implication. L'assassinat du milliardaire sunnite entraîne des manifestations contre le régime syrien et ses alliés libanais qui culminent le 14 mars 2005. Les troupes syriennes finissent par se retirer du Liban le 26 avril, après 29 ans d'occupation. Entre 2005 et 2008, les enquêteurs de l'ONU identifient la cellule qui a perpétré l'assassinat de Rafik Hariri et ses liens avec le Hezbollah en se basant sur les données téléphoniques. 5 réseaux actifs autour du lieu de l'attentat sont découverts, certains connectés à la banlieue sud. Une avancée qui n'aurait pu se faire sans la contribution d'un jeune officier des FSI, Wissam Aid, lui-même assassiné le 25 janvier 2008. 2 mois plus tard, la commission d'enquête remet son dernier rapport au Conseil de sécurité. Entre-temps, le tribunal spécial pour le Liban est créé le 10 juin 2007 suite à une résolution du Conseil de sécurité à la demande du gouvernement libanais et de la majorité parlementaire. Le TSL, chargé de juger des individus pour crimes terroristes, est aussitôt accusé par le Hezbollah d'être à la solde d'Israël et de l'Occident. En juillet 2010, son chef Hassan Nasrallah annonce que des membres de son parti vont être injustement accusés. Le 17 août 2011, l'acte d'accusation est rendu public. Il vise effectivement Selim Jamil Ayyash, Mostafa Amin Badreddin, Hussein Hassan Onaissi et Assad Hassan Sabra. Le document irritera au plus haut point le parti chiite, qui refusera de les livrer à la justice internationale. Le 1er février 2012, le TSL décide de les juger par contumace. Une procédure qui s'appliquera aussi à Hassan Habib Melahi, le 5e accusé, membre du Hezbollah, inculpé le 10 octobre 2013. Quelques mois plus tard, le procès s'ouvre à La Haye en présence des familles des victimes, dont Saad Hariri, fils du Premier ministre assassiné. La procédure durera 8 ans. En cours de route, le Hezbollah annonce la mort de Mostafa Badreddin, l'un des cerveaux de l'attaque du 14 février 2005. Le TSL, d'abord sceptique, finira par en prendre acte en juillet 2016. Des 4 accusés restants, un seul sera condamné en première instance le 18 août 2020 et 2 autres en appel le 10 mars 2022. Leur sentence, une condamnation à perpétuité. Faute de financement, le TSL annule un nouveau procès contre Hassan Melahi pour son implication dans l'assassinat de Georges Hawi et les tentatives d'assassinat de Marwan Hamadeh et Elias Elmour. À compter du 1er juillet 2022, le tribunal passe à une phase résiduelle. La procédure est interrompue pour une durée indéterminée. Alors, ce serait intéressant de revenir justement à la genèse du tribunal. Marwan Hamadeh, vous avez parlé de ce veto russe, mais il y avait quand même un accord qui avait été négocié longuement entre le Liban et les Nations Unies pour établir justement le statut du TSL, précisément sa compétence, etc. En pratique, sa compétence a été liée. Puisque ça a été limité en partie à juger des individus et non pas des groupes qui auraient permis d'inculper le Hezbollah, ni des États qui auraient peut-être permis de poursuivre les responsables ou le régime de Damas, également impliqué, selon l'accusation, dans l'attentat. Est-ce que c'est uniquement le veto russe qui a empêché cela ou bien est-ce qu'il y a eu une dynamique interne libanaise qui a peut-être charrié la volonté du Hezbollah de neutraliser le tribunal? Écoutez, il y a eu plusieurs raisons. Certaines sont préalables au veto russe. La première, c'est la compétence du tribunal tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a
et là c'est une affaire de chronologie, si vous voulez, qui a commencé par l'attentat du 1er octobre 2004, c'est-à-dire celui qui m'a visé. Et là, c'est une exception qui a été faite, c'est-à-dire on est remonté dans le temps, parce qu'on l'a lié à l'affaire Hariri, on est remonté dans le temps au 1er octobre, et on s'est arrêté au 12 décembre 2005 avec l'attentat contre Gebran Twaini. Mais on s'est arrêté au 12 décembre 2005 pour une raison très claire. C'est que la décision du Conseil des ministres de faire appel au Conseil de sécurité a été prise lors de cette réunion. Et après cette réunion, nos collègues chiites, d'abord ceux du Hezbollah, puis ceux du mouvement Amal, plus un des ministres de la Houd, M. Sarraf, ont fait défection du Conseil des ministres. On a cependant gardé une majorité des 2/3 et on a pu continuer l'œuvre déjà engagée. Mais à partir de là, de décembre 2005, aucune des autres affaires n'a pu être déférée devant le tribunal international. Donc voilà un des points. Et c'est un grand manquement. Pourquoi Pierre Jmaïl? Pourquoi Walid Aïdou? Pourquoi Antoine Najm? Pourquoi Ghanem, pardon. Pourquoi notre ami Wissam Hassan et Wissam Aïd, le jeune homme qui avait vraiment mené l'enquête. À qui on doit le déchiffrage des données téléphoniques. En aboutissant, comme vous avez dit, à Mohamed Fatah et d'autres. Pourquoi n'ont-ils pas été? Parce que c'est fini. L'État libanais a été paralysé à partir du moment où le Hezbollah et les Syriens ont senti que c'était du sérieux et qu'on allait devant le Conseil de sécurité, devant un tribunal international qui allait être créé, qui avait une dynamique internationale menée par deux locomotives qui étaient Jacques Chirac et George Bush et qui ont poussé vers l'accomplissement de cette tâche. Mais évidemment, il fallait parer au plus pressé. Il ne faut pas oublier qu'après cela, le Parlement a été paralysé. Donc, on ne pouvait plus ratifier. Et là, il a fallu beaucoup de doigté et beaucoup de choses au professeur Najjar, au ministre Najjar, pour faire passer outre à des tas d'objections qui ont été placées sur sa route, sur la route. C'est lui qui a finalement négocié les derniers termes de l'accord. Donc, il est plus à même que moi de s'étendre là-dessus. Alors, professeur, oui. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez eu affaire directement? Je vous pose cette question générale en vous donnant la liberté. Il y a deux défis immenses, trois plus exactement. D'abord, du point de vue de la procédure, n'oubliez pas cette fameuse affaire des faux témoins qui avait été soulevée à l'époque et qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre. Et en définitive, nous avons pu, malgré tout, en Conseil des ministres, faire ce qu'il y avait à faire pour éviter de tomber dans le piège de ce qu'on appelait à l'époque les faux témoins. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Tout le monde a oublié les faux témoins. Deux, il y avait quelque chose de très important. Nulle autorité ne pouvait signer avec le tribunal spécial pour le Liban les Memorandum of Intent, ou bien ce qu'on appelait à l'époque les contrats qui visent à mettre en œuvre, en pratique, le fonctionnement du tribunal à partir de 2009. Et ça, je dis ça pour l'histoire. Je me souviens que ces demandes provenaient de la part du tribunal, elles parvenaient au Conseil des ministres par le truchement de la présidence du Conseil. Et là, devant le Conseil des ministres, la question se posait de savoir si le Conseil des ministres devait signer ou pas. Et je n'oublie pas que grâce à beaucoup de sagacité et d'intelligence, à l'époque,
le président Slimane avait demandé que le pouvoir de signer soit conféré au ministre de la Justice. Et cela a été acté dans les minutes, dans le procès-verbal des délibérations du Conseil des ministres. Et c'est cette annotation, ce procès-verbal qui est mentionné dans les 4 actes que nous avons conclus avec le tribunal spécial pour le Liban. Et le 3e obstacle immense était celui de fournir ce qu'on appelait les données cellulaires. Et à l'époque, il y avait mon ami, enfin celui qui était assis à côté de moi tout le temps, le grand ministre fameux que l'on connaît maintenant. Il était ministre des télécommunications. Je ne l'ai pas nommé Gebran Bassil, parce que tout le monde le connaît. Il refusait que l'État libanais, que le ministère des PTT donne au tribunal spécial pour le Liban les données cellulaires. Or, nous savons maintenant que ce sont les réseaux, et notamment le réseau vert, qui a été justement au cœur de l'inculpation et des faits qui ont abouti à prouver la culpabilité. Et ça aussi, ça avait demandé des arbitrages, parce que je demandais au président de la République de donner des instructions au ministre des PTT. Ce dernier refusait, et M. Belmar venait de temps en temps pour me dire « Écoutez, ça ne va pas. Si nous n'avons pas les données cellulaires, ça n'ira pas. » Alors nous reportions la question, nous revenions là-dessus en Conseil des ministres. Et en Conseil des ministres, il fallait prendre une décision de donner ce qu'on appelait à l'époque les fameux data, c'est-à-dire les données cellulaires, pour que le tribunal puisse travailler. Ça, c'est des obstacles majeurs. Effectivement, et de la grande contribution des services de renseignement des forces de sécurité intérieure. C'est ce qui a d'ailleurs valu la vie à l'officier Wissam Haït. Qui remonte au premier, à l'époque de la commission d'enquête internationale. Et je me souviens que M. Tabourian, également représentant d'une tendance aouniste, avait à l'époque refusé au procureur général de fournir le data. On était encore à l'étape première. Sur les premiers renseignements qui commençaient à s'assembler. C'était avec Mélis ou après? C'était avec Mélis. Et, le premier enquêteur, donc. Oui. Et je me souviens qu'à l'époque, je reçois, dès que je prends en charge le ministère des Télécommunications, je reçois la lettre de Tabourian, je la regarde. Il interdisait à tous les services libanais, et notamment au PTT, de fournir au procureur général libanais, qui lui était le principal contact avec d'abord les commissions d'enquête, puis le procureur auprès de la Cour pour le Liban, n'importe quelle information. Et j'ai fait une lettre qui ensuite a été l'objet d'un très grand débat devant le tribunal, où le tribunal a décidé donc qu'on pouvait considérer ces informations comme étant juridiquement acceptables et utilisables. Et j'ai demandé à tous les services d'ouvrir les vannes du data au tribunal, d'abord à la commission d'enquête et au tribunal. Donc dès le début, il y avait un accord syrien, je le dis très franchement, aouniste, Hezbollah, d'empêcher l'enquête de se développer. Professeur Najjar, est-ce que par exemple le procureur aurait pu intenter une action contre Hassan Nasrallah, secrétaire général du parti chiite, pour entrave à la justice? Est-ce que ça aurait été possible de faire ça? Par exemple, ça c'est... Écoutez, ce tribunal spécial est une création hybride. Et le procureur a tous les pouvoirs. Il peut à la fois poursuivre qui il veut et en même temps
lancer ses actes d'accusation. Il a failli le faire, je crois. Tant et si bien, personnellement, je crois qu'il a dû dire un mot au président de la République de l'époque, à la veille du 11 janvier 2011, en lui disant « je vais rendre public l'acte d'accusation ». Et je me souviens qu'à l'époque, les grands leaders politiques le disent, le président de la République a eu peur que le Liban soit à feu et à sang. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a eu cette fameuse défection en 2011, lorsque le président Hariri était chez le président Obama. Et c'est alors qu'en se retirant du gouvernement, ils ont fait chuter le gouvernement Hariri pour justement paralyser la publication de l'acte d'accusation du procureur Belmar. Oui, il est certain que le procureur général près le tribunal spécial pouvait lancer des accusations à tous azimuts. Il ne l'a pas fait. Je pense que tous les procureurs généraux ont eu peur. Je pense que l'enquête dans son ensemble a été piégée. Le gouvernement du Liban a eu peur, tant et si bien, et on vient de vous le dire, que les différents assassinats qui ont suivi l'assassinat du président Hariri pouvaient être rattachés pour cause de connexité avec le travail et la compétence du tribunal spécial pour le Liban. Ils n'ont pas été faits parce que le gouvernement libanais a eu peur de le faire. Mais est-ce qu'il y avait moyen de Imaginez-vous, créer un ma chère levier Sandra, face à cela ? Imaginez-vous que pour obtenir de financement pour le tribunal, il fallait faire des entourloupettes et il fallait avoir des relations très spéciales et des connexions particulières pour que le Liban puisse financer. Et je me souviens qu'en 2011, avant mon départ du gouvernement, je m'étais entendu avec la ministre Raya Al-Hassan pour que les 29 millions qui devaient être payés à l'époque soient payés avant que nous rentrions chez nous. Tout cela a été fait au forceps. L'accouchement de ce jugement, de cet arrêt auquel vous faites allusion, a été un accouchement dans la douleur. Ça a été un accouchement dans l'amertume, dans le regret, et maintenant, dans l'interrogation, c'est la question de savoir est-ce que oui ou non, le Liban peut être un pays de justice? Est-ce que oui ou non, les grands assassinats que le Liban a connus, ceux de Bachir Jmaïl, ceux de Saad Hariri et ses amis, avant et après, et l'explosion du port de Beyrouth, est-ce que ces trois grands assassinats peuvent être un jour ou l'autre vraiment jugés dans la lucidité, dans le courage, dans l'esprit de justice? Alors permettez-moi de citer ce qu'une victime avait à dire, si vous permettez, professeur. Donc, une proche des victimes, elle a perdu son mari qui était dans le convoi de Hariri. Il s'agit de Ahsan Fayed Nasser, veuve de Talal Nasser. Elle nous dit que pour elle, justice n'a pas été faite. Il est essentiel que la procédure se fasse en présence des accusés. Donc une procédure in absentia ou par contumace ne la satisfait pas. Elle dit ne plus ressentir d'appartenance pour le Liban depuis 2005, en dépit des éclaircies qu'ont pu constituer pour elle le 14 mars 2005 et l'ouverture même du procès devant le tribunal. Elle garde espoir toutefois que la justice sera faite un jour parce que, c'est ce qu'elle nous dit, la politique change avec le temps, on le sait tous, mais pour l'instant, on ne se fait pas d'illusions sur qui gouverne le pays. Marouane Ahmed, vous avez
une énorme force pour quelqu'un qui avait été vous aussi victime. D'où vous vient cet espoir, cette force, cette énergie? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces victimes? Du même espoir qui anime Madame Nasser, c'est-à-dire que le rapport des forces va finalement changer. Et à ce moment-là, nous irons chercher les assassins et même leurs commanditaires. Personne ne va échapper à la justice. Et comme je l'ai dit, certains, en arabe on dit Dieu est grand, Allah Akbar, certains ont été punis avant même le verdict du tribunal. Je m'en voudrais de quitter ce plateau sans vous dire quand même quelque chose de positif. J'ai beaucoup appris de la formation et de la constitution de ce tribunal. D'abord, la peine de mort a été exclue. Et je suis tout à fait d'accord. Militant pour l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort est un signe de civilisation et de maturité politique. Un régime autarcique, dictatorial, est incompatible avec l'abolition de la peine de mort. Un tel régime a besoin de tuer pour subsister. Nous sommes encore un pays des libertés et de la conscience patriotique. Alors, le tribunal Deuxièmement, ce tribunal m'a beaucoup appris du point de vue de la procédure mixte qui a mélangé le droit français et le droit anglo-saxon. Troisièmement, ce tribunal m'a beaucoup appris du point de vue du sérieux des juges, des plaideurs, des avocats, des victimes. Et je crois, s'il m'était donné de proposer quelque chose, qu'il faudrait que le code de procédure pénale libanais s'inspire des acquis de ce que le tribunal spécial pour le Liban a apporté à la science du droit. N'oubliez pas que en avril 2005, les troupes syriennes ont quitté le Liban. Cela, c'est grâce à Bush, à Hariri et à Jacques Chirac. Que Dieu préserve la mémoire de Rafik Hariri et de tous ceux qui ont été assassinés par la suite. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un Liban, un pays se construit aussi grâce à ses martyrs. Bien sûr. Et qu'est-ce que le tribunal spécial finalement a apporté, si ce n'est à ces martyrs au Liban, ou pas encore en tout cas, à la communauté internationale, à la justice internationale? Oui, c'est vrai. Est-ce que il y a un apport dont on peut parler? Bien sûr, bien sûr. Mais, la justice internationale a beaucoup aidé le Liban, mais la justice internationale se perd dans les méandres de la politique politicienne du Liban. Et même de la politique internationale. Ça n'intéresse plus le Conseil de sécurité, comme vous l'avez dit. Mais il n'y a pas eu déni de justice, Sandra. Il y a eu un arrêt, il y a eu une condamnation, il y a eu des acquis. Nous savons maintenant qui a fait quoi. Nous ne savons pas tout. Parce que la politique, quelque part, donne au mur l'épaisseur des montagnes. Mais en définitive, la vérité est faite. C'est une présomption irréfragable de vérité. Merci beaucoup, professeur Brahim Najjar et Marwan Ahmed, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur nos réseaux sociaux.